OK, alors cette semaine, on va voir l'hybridation de sondes. Alors, c'est pas mal la dernière technique là, à voir. Alors, je vais vous montrer plusieurs techniques où on utilise des hybridations de sondes pour faire du diagnostic. Donc, on a vu dans le PCR qu'on peut faire du génotypage avec la PCR. Mais il y a une limite vraiment importante à ça. Ça marche seulement pour des allèles qui ont des tailles différentes. Si les allèles ont la même taille, par exemple, s'ils ont juste un tout petit nucléotide de différent, comme c'est le cas pour l'anémie falciforme ou la drépanocytose qu'on a vu ensemble, ben on ne peut pas le voir sur un PCR, ça, par génotypage. La différence n'est pas assez grosse. Si on met sur un gel d'agarose les deux allèles, bien, ils ont la même taille. Ils vont migrer exactement au même endroit et on va être une par-dessus l'autre, puis on ne verra pas la différence. Alors ça, c'est vraiment la limite du génotypage par PCR. Okay? Donc, pour le génotypage. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des allèles qui ont presque la même taille? Okay? Donc, on avait vu qu'il y avait des mutations, comme celle d'anémie de falciforme, qui affectent un seul nucléotide. Okay? Un nucléotide qui est remplacé par un autre. On appelle ça des SNP. Okay? Donc, c'est pour Single Nucleotide Polymorphism. Okay? Donc, un polymorphisme d'un seul nucléotide. Comment on fait pour les voir? On ne peut pas avec le PCR. Alors, on va utiliser des sondes pour les détecter. Okay? Donc, avec l'hybridation de sondes. Juste une petite révision qui remonte à quand on a vu la génétique. Comment ça s'appelle des mutations comme ça d'un seul nucléotide? Ça avait un nom, c'était un type de mutation. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez le temps d'y penser ou retrouver l'information. Essayez de vous souvenir un peu comment ça s'appelle. On va commencer à faire un peu d'intégration, on va aller rechercher les notions qu'on a déjà vues. Donc, ces mutations-là, ça s'appelle des mutations ponctuelles. Ponctuelles. Okay. Puis si c'est un nucléotide qui est remplacé par un autre, c'est des substitutions. Okay. Donc, une mutation ponctuelle de type substitution. Alors, ça peut causer toutes sortes de maladies. Et il faut être capable de les détecter aussi. Donc, on ne peut pas par PCR, alors on va devoir utiliser une autre technique. Alors, les sondes, on va s'en servir dans plusieurs techniques. Donc, je vais vous montrer les techniques du Southern Blot, des techniques aussi plus récentes, un petit peu plus intéressantes, comme le Tachman puis le FISH dont on a déjà parlé. On va tout voir ça aujourd'hui. Donc, c'est quoi une sonde? C'est un petit morceau d'ADN ou d'ARN, okay, ça peut être les deux, qui est synthétique, qui est simple brin, puis qui est parfaitement complémentaire à la séquence qu'on recherche. Là, à date, je viens de donner la même définition que ce que c'est qu'une amorce. Okay? Donc, les sondes, c'est vraiment comme des amorces. Ça ressemble vraiment beaucoup. Ça a une fonction assez similaire. La différence, c'est que la sonde, elle est marquée. Okay? Ce petit morceau d'ADN ou d'ARN-là, simple brin, il est marqué. Ça veut dire qu'on y a collé une molécule qui est un fluorescent, par exemple, qui va être capable d'émettre de la lumière, ou une enzyme qui va changer la couleur d'un produit, faire apparaître une couleur. Avant, c'était de la radioactivité, le marquage. Okay? Un isotope radioactif. Donc, c'est comme une amorce, mais qui est marquée. Donc, on va être capable de la détecter. Et c'est à ça que sert la sonde, à être détectée. Donc, cet ADN-là va s'apparier de façon complémentaire à de l'ADN ou de l'ARN, qui est simple brin aussi. Ils vont se coller ensemble de manière spécifique pour qu'on détecte la séquence qui nous intéresse, une mutation par exemple. Donc, une petite révision. Comment ça s'appelle, ça, le phénomène qui est l'appariement entre
la sonde et son ADN complémentaire. Okay? Je donne un petit indice, c'est une étape dans la PCR. Okay, essayez de trouver ça. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez le temps d'y penser. Alors, comment s'appelle cette étape d'appariement entre deux brins parfaitement complémentaires? On appelle ça l'hybridation. L'hybridation, okay, qui est une des étapes PCR, l'hybridation des amorces. Mais ici, ce serait l'hybridation des sondes. OK, donc la première technique qui a été développée pour ça, c'est ce qu'on appelle le Southern blot. Okay, donc, blot, ça veut dire qu'on a transféré sur une membrane. On va revoir ça dans quelques instants. Puis Southern, c'est le nom de la personne qui l'a inventé. Donc, c'était M. Southern. Qui a trouvé cette technique-là pour de l'ADN, okay, pour détecter un fragment d'ADN spécifique sur une membrane. Quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui a découvert qu'on pouvait faire cette même technique-là, mais avec de l'ARN. Alors, en hommage à M. Southern, puis pour faire un petit clin d'œil, il a appelé cette technique le Northern blot. Et puis, pour poursuivre dans la petite version amusante, il existe un troisième type de blot qu'on appelle le Western blot. Okay? Donc, c'est juste des petits clins d'œil. Le seul vrai nom, c'est Southern, qui est un nom propre. Les autres, c'est juste pour rigoler avec les points cardinaux. Donc, vous allez probablement voir les techniques de Western blot en immuno. Okay? Donc, c'est des techniques d'immunologie. C'est le même concept. C'est juste qu'au lieu de travailler avec de l'ADN et de l'ARN, on travaille avec des protéines puis des anticorps. Sur une membrane, toujours. Donc, je vous invite à visionner les 3 vidéos suivantes pour lesquelles vous avez les liens ici. J'ai aussi d'autres vidéos dans ma liste YouTube pour comprendre la technique de Southern blot. Si vous voudrez, après le cours, là, vous pourrez les voir pour avoir plus d'infos. Mais ceux-là, c'est vraiment ceux que j'ai ciblés pour voir. Bon, le premier, ça explique le concept général, qui est le principe de fonctionnement du Southern blot, avec les grandes lignes. Ensuite de ça, j'aime beaucoup la deuxième vidéo pour la façon visuelle dont c'est présenté. Donc, on voit d'un côté le gel d'agarose vu, mettons, par-dessus, ou la membrane vue de par-dessus, et puis vue sur le côté. Je vais utiliser une présentation similaire pour les explications. Et puis la troisième, ça, c'est vraiment je dirais la plus importante à regarder. Il n'y a pas d'explication dans la vidéo, mais c'est une démonstration de la technique en laboratoire, de comment faire la technique du Southern blot. Alors, il y a plein de petits détails intéressants à remarquer dans cette vidéo-là sur les techniques de travail. Premièrement, vous allez voir que la personne qui manipule, elle manipule avec des gants et elle manipule la membrane, la petite membrane de nylon, toujours avec des pinces qui sont très, très propres, mais elle évite d'y toucher avec ses gants. Et ça, c'est important parce que la membrane, tout colle après. Tout l'ADN, l'ARN, les protéines collent après. Donc, on manipule toujours par les coins très délicatement. Une autre petite chose que vous allez peut-être remarquer, ça se passe vite, mais quand elle fait le montage, elle met son gel d'agarose à l'envers, c'est-à-dire les puits vers le bas, puis le fond du gel vers le haut. Puis par-dessus ça, elle va mettre la membrane. Alors ça, ça a l'air d'un petit détail, mais c'est vraiment bien important dans la technique de travail. Je vais en reparler dans quelques instants. Et je vous invite à mettre cette vidéo-ci du cours sur pause, d'aller regarder les vidéos pour avoir ça en tête de façon un peu plus dynamique. Lorsque c'est fait, on revient pour la suite. Donc, maintenant que vous avez vu les vidéos, je vous présente les grandes étapes là, du Southern Northern blot. Je vais les expliquer un petit peu. Donc, la première étape, c'est bien sûr de faire notre extraction d'ADN du patient. Et puis, ensuite de ça, pour préparer l'ADN, il y a comme 2 approches. Okay? Donc, on fait l'extraction d'ADN et puis ensuite de ça, bien, il faut le mettre sur gel pour le faire migrer. On ne fait pas juste mettre l'ADN comme ça, génomique, sur le gel. Il faut le préparer. Fait qu'il y a 2 façons de faire. C'est une façon qui marche aussi de faire sans amplification, de digérer l'ADN pour
qu'il y ait plein de bandes de toutes sortes de tailles différentes. Donc, digérer l'ADN, là, ça, grosso modo, on le dégrade. Okay? Alors, ce que ça va donner sur gel, c'est un smear. Alors, on va voir un smear d'ADN digéré. Et puis, quelque part là-dedans, bien, si la mutation qu'on cherche est présente, la sonde va aller s'y coller, puis va allumer. Dans le fond, va nous donner un signal grâce à son marquage. Là, c'est sûr, on n'a peut-être pas beaucoup de copies de la mutation. Donc, c'était utilisé avec la radioactivité, puis la radioactivité, c'est très, très sensible, mais c'est à peu près le seul avantage, là, c'est plutôt désagréable et dangereux de travailler avec la radioactivité. Fait une autre approche qu'on peut utiliser, c'est d'amplifier l'ADN, d'amplifier le gène, parce qu'on le sait, hein, qu'est-ce qu'on cherche, on sait exactement la mutation qu'on cherche, donc d'amplifier le gène d'intérêt par PCR. Fait que là, on l'amplifie, ça va nous donner un signal beaucoup plus fort avec la sonde qui va détecter ou non si c'est la version du gène qui a une mutation. Donc, une fois qu'on a préparé notre ADN, on passe à l'étape 2, on met sur gel, fait qu'on migre l'ADN sur gel, avec les bandes les plus courtes qui vont migrer plus loin, les plus grosses qui vont migrer moins loin, okay, comme d'habitude. Et puis, on prend une photo de notre gel, comme d'habitude, avec un colorant, comme le gel red. Au laboratoire, vous avez aussi utilisé le blue stain, là, c'est plus intéressant avec un truc comme le gel red, qui est plus sensible. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que notre gel d'agarose, on ne peut pas mettre la sonde dedans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer ces bandes-là, toutes les bandes obtenues, sur une membrane de nylon ou de nitrocellulose. Okay? C'est deux matériaux, mais qui font la même chose. Alors, pour faire ça, on fait une espèce de gros montage, puis ça, vous avez vu dans la vidéo de la démonstration, là. Donc, on travaille toujours dans une solution tampon qu'on va mettre dans un contenant à vitre. Okay? Donc, ça, c'est le tampon, Salt Solution, là, okay? Qui est ici. Le tampon. On va mettre un papier juste pour absorber le liquide. Puis là, vous avez probablement vu dans la vidéo, à chaque fois qu'elle rajoute une couche, elle va rouler une pipette ou une éprouvette sur cette couche-là pour enlever les bulles d'air. Okay? Donc, comment ça fonctionne? C'est que le liquide va monter comme ça vers le haut par principe de capillarité. Et c'est ça qui va entraîner l'ADN et l'ARN sur la membrane. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. S'il y a des bulles d'air, on va perdre cet endroit-là de la membrane. C'est assez grave. Fait qu'on enlève toutes les bulles d'air, ce soit vraiment tout en contact étroit, les unes avec les autres au niveau des couches, et puis que le liquide puisse vraiment bien entraîner notre ADN. Donc, on va mettre des petits papiers Whatman. C'est des papiers avec lesquels on travaille en laboratoire, super propres. On dépose notre gel à l'envers là-dessus. J'ai expliqué pourquoi c'est important qu'il soit à l'envers. Puis ensuite de ça, on met la membrane. Puis ensuite de ça, d'autres petits papiers Whatman. Puis un paquet de papier absorbant quelconque. Là. Ça peut être des morceaux de journaux, ça peut être du papier essuie-tout. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est juste que ça absorbe le liquide pour que ça monte par capillarité. Ça prend quand même un bout de temps à faire le transfert. Il y a des appareils là, dans lesquels on peut faire le transfert aussi. Là, c'est comme entre deux mousses. Okay? Puis on va faire le transfert dans une cuve qui fait passer l'électricité. Ça va beaucoup plus vite. Mais les deux fonctionnent. Okay? Donc, le but, c'est d'amener notre ADN sur la membrane. Une fois qu'on a ça, donc on sépare la membrane, toujours très délicatement, de notre gel. Puis là, rendu là, le gel, on n'a plus besoin, il n'y a plus rien dedans. Et puis toutes nos petites bandes d'ADN sont maintenant collées sur la membrane, du côté qui était en contact avec le gel. Alors, pourquoi on met le gel à l'envers? On met la membrane par-dessus parce qu'on veut que la membrane soit vraiment le même portrait que le gel quand nous, on l'a coulé, puis qu'on l'a rempli, puis qu'on a fait notre plan d'immigration. On veut que ce soit exactement la même chose sur la membrane de nylon. On ne veut pas une image miroir. Okay? Donc,
l'ADN ici va vraiment là, passer à travers le gel, sortir du gel, puis aller se coller sur la membrane. Fait que, bon, on met le gel en premier, mais l'idée, c'est comme si on mettait la membrane en dessous, le gel par-dessus, puis que l'ADN du gel descend sur la membrane. Après ça, on a exactement la même image, le même visuel. Okay? Donc, je vais vous le remontrer dans quelques instants. Comment on fait ça pour s'assurer, là, avec une bonne technique de travail, qu'on sait exactement ce qu'on regarde sur la membrane. Une fois qu'on a notre membrane, on va la passer dans un paquet de liquide. Okay? Donc, il y a plusieurs étapes. Ça, c'est pour faire l'hybridation de la sonde. Okay? Donc, c'est l'hybridation. Il y a plusieurs sous-étapes. Et puis, la sonde va aller se coller seulement sur le ou les fragments d'ADN qui sont 100% complémentaires. Et puis, grâce à une technique de révélation, donc si on donne l'exemple avec la radioactivité, on le passe au rayon X. Mais si c'est un fluorescent, on fait juste mettre une lumière UV. Et puis, ça, c'est notre résultat final. Et ça a vraiment de l'air de ça. Une membrane qui est grosso modo un rectangle blanc avec, ici, juste dans ce cas-ci, une seule ligne qui a été révélée. Il pourrait y en avoir peut-être, là, si on avait fait plusieurs puits, là, il pourrait peut-être y en avoir d'autres, mais c'est tout, c'est juste ce qu'on voit. L'endroit où la sonde s'est liée. Alors, c'est bien important là, de savoir la bande qui a allumé là-dessus, là, sur ce rectangle blanc-là, ça correspond à quoi? Okay, c'est bien, bien important. Fait que je vais vous montrer les petits trucs techniques dans quelques instants pour avoir une bonne méthode de travail et savoir comment interpréter ce résultat-là pour donner un bon résultat au bon patient. Donc, j'ai détaillé de façon plus textuelle les différentes étapes. Okay? C'est juste pour compléter par rapport à ça. Donc, l'extraction d'ADN, soit qu'on fait une digestion, soit qu'on fait une amplification. On fait un gel d'agarose, on prend la photo de notre gel d'agarose, on fait le transfert, et puis là, bien, ça, c'est juste une petite précision. Hein. Donc, le blot, qui est le blotting, c'est vraiment de faire le transfert d'ADN sur la membrane. Et puis, on travaille toujours en conditions alcalines. Pourquoi des conditions alcalines? C'est dénaturant, ça, pour l'ADN. Qu'est-ce que ça veut dire, dénaturer l'ADN? Ça veut dire qu'on sépare les deux brins. Alors, l'ADN va devenir simple brin. Et ça, c'est important pour que la sonde puisse aller s'y lier. Okay? Donc, nos bandes d'ADN en gel vont aller sur la membrane de nylon, mais toutes sous forme simple brin. Là, une fois qu'on a terminé de transférer la membrane de nylon, on va la passer dans un paquet de tampons, dans un paquet de liquide pour les différentes étapes d'hybridation. Alors, on ne veut pas que notre ADN parte en flottant dans ces liquides-là puis qu'on le perde. Alors, pour ça, il faut faire une petite étape. Il n'en parle pas dans toutes les vidéos, mais c'est important. Avant de continuer, il faut fixer l'ADN sur la membrane. Fait qu'il y a deux approches pour faire ça. Ça, carrément, on la met au four et on la cuit à haute température. Ça va coller l'ADN sur la membrane de nylon ou de nitrocellulose. Ou encore, bon, c'est peut-être d'une certaine façon une autre forme de cuisson, là, on l'expose aux UV. Alors, c'est dans une petite machine, ça ressemble un peu à un micro-ondes. Là. On dépose notre membrane là-dedans, on pèse sur Start, puis ça donne une exposition aux UV qui est très intense. Ça va coller l'ADN sur la membrane. Fait que ça, c'est beaucoup moins long que de la mettre au four pour les labs qui ont cet appareil-là. Donc, une fois que c'est bien fixé, là, on y va avec les nombreuses étapes d'hybridation de la sonde. Je vous montre sur la diapo suivante tout ce que ça implique, l'hybridation. Okay? Ce n'est pas juste une étape, là, c'est plusieurs petites étapes bien importantes, puis ça prend quand même un certain temps à faire ça. Et puis ensuite, on révèle. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, là, le Southern Blot, ce n'est pas une technique rapide. Okay? Donc, c'est de moins en moins utilisé, mais c'est encore un petit peu utilisé dans le milieu du travail. Parce qu'imaginez ici, là, extraire l'ADN, bon, ça prend un petit peu de temps. Digérer, faire la PCR, là, ça peut être 1 heure à 3 heures, 4 heures. Okay? Donc, ça prend une bonne demi-journée. Bon, maigrir, prendre en photo, ça, c'est pas très long, peut-être 20 minutes, 30 minutes. Faire le transfert, dépendamment si on a la petite machine avec le courant électrique ou qu'on fait plus un montage, comme dans les vidéos, souvent, c'est fait overnight avec le montage.
Ou sinon, avec la petite machine, ça prend peut-être 30 minutes. Okay? Il y a peut-être des techniques un peu plus rapides, mais c'est pas instantané. Il faut que ça se fasse. Bon, cuire, c'est pas très long. Pour ça, l'hybridation, là, vous allez voir, il y a pas mal d'étapes. Ça prend un certain temps aussi. Donc, on parle de... C'est pas juste 15 minutes, là, OK? On parle de probablement là, au moins 1 heure dans les protocoles les plus rapides, peut-être même plus que ça. La révélation, généralement, ça va quand même très vite. Mais au final, là, quand on met tout ça bout à bout, là, on parle d'une journée ou 2 complète de travail. C'est énorme comme temps. OK, donc l'hybridation de sonde, comme je vous dis, il y a plusieurs sous-étapes là, que je détaillais dans cette diapo-ci. Bon, il faut toujours préparer la sonde. Okay? C'est assez cher et capricieux, les sondes. Il faut travailler dans des conditions très précises. Donc, il y a une petite préparation à faire pour ça. J'insiste sur cette étape-là ici, très importante. La pré-hybridation, on pourrait aussi l'appeler le blocage. Alors, la membrane de nylon, comme je dis, on la manipule très délicatement avec des pinces vraiment propres dans les coins parce que tout va coller dessus. Tout l'ADN, l'ARN, les protéines vont coller dessus. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis juste les bandes d'ADN qui étaient sur le gel sur la membrane. Tout le reste de la membrane, il n'y a rien dessus. Alors, qu'est-ce qui arrive si on met la sonde, qui est de l'ADN? Bien, la sonde va juste aller se coller partout. Puis là, quand on révèle, on voit, au lieu d'un carré blanc avec des belles lignes claires, on voit un carré coloré, tout au complet. Puis on ne voit plus nos résultats, on perd complètement le signal parce qu'il y a trop de bruit de fond, ou ce qu'on appelle en anglais le background. On voit juste du bruit de fond. Donc, ça, c'est pas intéressant. C'est bien important de faire la pré-hybridation. Okay? C'est vraiment une étape très importante. Alors, avec quoi on bloque? On va se servir d'une substance qui contient, là, j'ai mis ça, une substance neutre, là, okay? C'est un peu flou. C'est une substance qui va contenir un ADN bidon, okay? Donc un ADN X, là, qui n'a pas rapport avec l'expérience, juste pour bloquer l'espace. Généralement, moi, les protocoles que j'ai vus, on travaille avec du sperme de saumon. Bon, c'est riche en ADN, ça fonctionne, puis c'est apparemment pas cher. Donc, une fois qu'on a fait le blocage, là, on va mettre notre sonde. Donc, la sonde va aller se lier seulement aux bandes d'ADN avec lesquelles elle est 100% complémentaire. C'est tout, okay, dans les bonnes conditions. Donc, une fois qu'on a fait l'hybridation, là, en fait, la solution d'hybridation, c'est un liquide, hein? Et qu'on a mis la membrane dans ce liquide-là, on le brasse pendant un petit bout de temps dans les bonnes conditions. Donc, ça, c'est vraiment l'étape clé. Okay? C'est là que ça se passe, l'hybridation de sonde. Mais j'attire votre attention aussi sur l'étape 4. Il ne faut pas la manquer non plus. Il faut laver la membrane, enlever tous les résidus de sonde non liés, parce que là, elle baigne dans un liquide plein de sonde. Fait que si on révèle tout de suite, on va avoir plein de bruit de fond aussi, ce qui n'est pas bon. Donc, il faut vraiment bien laver, enlever toutes les sondes non liées. Après ça, on fait la révélation. Donc, soit on met sous les UV pour voir les fluorescents, on met le substrat de l'enzyme pour voir un changement de couleur, ou on fait un rayon X, c'est de la radioactivité. Okay, donc ça, c'est de loin le plus utilisé en ce moment. La radioactivité, c'est considéré comme étant obsolète aujourd'hui. On essaie de plus travailler avec ça, grosso modo. Donc, les petits trucs techniques, okay? Puis donc pour aider la compréhension aussi. Donc, je vais commencer à gauche avec le gel d'agarose. Donc, dans le gel d'agarose, on a mis notre ADN. Mettons ici, on a une échelle, comme on a toujours une échelle de poids moléculaire là, pour voir la taille des bandes. Puis ensuite de ça, je vais travailler, moi, okay, je vais continuer les explications juste avec le puits numéro 2 qui va être ici. Okay? Donc, mettons que c'est un contrôle positif. Okay? Un patient qu'on sait qu'il y a la mutation. Okay? Puis, mettons, on aurait fait un contrôle négatif, on a mis de l'eau. Donc, dans notre PCR, par exemple. Okay? Donc, il n'est pas supposé d'avoir de signal. Ou un patient qu'on sait qu'il n'est pas infecté. Okay? Donc, qui n'est pas atteint, en fait, par la mutation. Donc, dans notre contrôle positif, pour nous aider à visualiser, je vais mettre 2 bandes.
OK, mais bon, a priori, là, mettons qu'on fait une PCR, il y aurait juste une bande. Okay, tiens, je vais la mettre d'une autre couleur pour nous aider un petit peu. Je vais la mettre en vert, tiens. OK, fait que on aurait une bande ici. Puis là, je vais dessiner une autre bande juste pour nous aider à visualiser, qui est un petit sous-produit PCR ici. Plus que je vais vous montrer dans la prochaine image, si on regarde en dessous ici pour le gel de gaz, c'est comme si on avait coupé juste celui là, puis on le regarde de côté. Okay? Alors, dans le gel, on va avoir notre bande, comme ça, notre grosse bande, qui est là, puis la petite bande là, que j'ai utilisée, qui va être plus loin ici. Okay? Donc, petit truc technique. Une fois qu'on a notre gel, alors, moi, je vous dis c'est quoi ma méthode de travail, qui tant que vous ayez une méthode de travail qui vous permette d'avoir l'information. Moi, je vais couper avec un scalpel le coin supérieur droit de mon gel. Puis avec des ciseaux très propres, je vais venir couper le coin supérieur droit de ma membrane. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir identifier c'est où en haut à droite. Okay? Parce que comme je vous dis, tant qu'on n'a pas fait la révélation, là, notre membrane, c'est juste un petit morceau de rectangle blanc. Fait que là, c'est de quel côté, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, ça, c'est facile de s'y perdre. Qu'est-ce qui est à l'endroit, qu'est-ce qui est à l'envers aussi, le recto puis le verso. Okay? Ça, c'est important aussi. Sur le gel, c'est pas trop un enjeu, on les voit, les bandes. On est capable de les visualiser. Bon, relativement facilement, on a un marqueur de migration, on a nos puits. Mais tout ça, ça n'existe pas sur la membrane. Fait qu'on se donne un repère visuel, un truc comme ça, on va couper en haut à droite. Et moi, je vais identifier sur ma membrane, avant de commencer, en bas à droite, ça peut être juste un point ou vos initiales. OK, donc, mais moi, j'identifie du côté où il va y avoir l'ADN. OK, alors ça, c'est l'identification pour savoir de quel côté il y a l'ADN. Parce que l'ADN va transférer juste d'un côté. OK, puis ça, c'est un repère visuel. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans notre montage, on va venir placer la membrane ici. Okay? Fait que si on met le gel à l'envers, on met la membrane par-dessus là, dans le montage. Okay? Ou si on le fait dans un truc avec l'électricité, c'est vertical, là, c'est beaucoup plus facile. Okay? On met la membrane, puis on met le gel par-dessus, on enlève les bulles d'air. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? L'ADN va aller se coller sur la membrane de nylon. Fait que là, voici ce que ça va donner quand on a fait notre transfert. On va avoir notre grosse bande qui va être ici, puis notre petite bande qui va être ici, sur la membrane de nylon. Puis là, on ne les voit toujours pas. Parce que ce n'est pas révélé, là, c'est devenu invisible. L'ADN, a priori, c'est pas visible à l'œil nu, là, fait qu'on ne le voit pas. Et puis là, on va faire notre étape de blocage. Okay? Fait que je vais le mettre ici, là, en rouge. Ça va être l'étape de pré-hybridation, notre agent bloquant. Fait que là, je mets mon agent bloquant, fait qu'il va venir se coller partout ici sur la membrane, sauf là où il y a déjà de l'ADN. Il va venir bloquer tout le reste des sites. Okay? En se collant comme ça sur ma membrane de nylon. Et ça, c'est toujours invisible à l'œil nu. Puis ensuite de ça, je vais utiliser ma sonde pour faire l'hybridation. Okay? Donc, ma sonde qui va être en orange, ma sonde marquée. Je vais mettre l'hybridation et puis là, la sonde va se lier seulement à cette grosse bande-là. Ici, elle ne sera pas capable de se lier. Okay? Donc, il n'y aura rien. Okay? Je l'efface là, juste pour montrer qu'elle ne peut pas se lier. Okay? Elle ne peut pas. Donc, elle n'est pas complémentaire. Fait qu'elle va se lier seulement ici. Et puis là, quand je fais la révélation, si c'est un fluorescent orange, par exemple, la sonde va émettre un signal. Alors, voici ce que je vais voir sur ma membrane. Je vais voir une bande ici apparaître. Et c'est tout. Okay? Donc, mon résultat, ça va être ça, cette bande-là.
Ça, c'est le résultat final, une fois qu'on a fait la révélation. Alors, c'est très important de savoir cette bande-là, ça correspondait à quoi sur mon gel, puis ça correspondait à quoi sur mon plan de migration. Bref, c'est quel patient, c'est quel échantillon. Puis avec tous mes repères visuels que je me suis donné ici, puis ici, bien là, je suis confiante, je sais exactement ce que je regarde. Okay? Fait que c'est des petits trucs techniques de travail. Donc, je vous montre ici, c'est une genre de petite mini-animation, là. Alors, on voit une sonde. Puis la sonde va aller s'apparier à des régions complémentaires. Alors, du côté gauche, ici, c'est parfaitement complémentaire. Puis à droite, c'est, regardez ici, là, pas complètement complémentaire. Fait qu'on a ici un exemple de choses qui est non souhaitable, mais qui peut se passer en laboratoire. Okay? C'est ce qu'on appelle des appariements incomplets. Donc, si on regarde la séquence de la sonde, puis à gauche, c'est parfaitement complémentaire. Au milieu, bien, ça ne se ressemble juste pas. Les petites flèches bleues ici, ça veut dire qu'on rince. Okay? Fait qu'à droite, on a eu un appariement incomplet. Bien, ça peut donner une bande, ça. Cette bande-là, on ne la veut pas. Okay? Fait que, comment on fait pour éviter des appariements incomplets? Parce que ça peut se passer, puis ça va faire partie de notre troubleshooting. Faut travailler dans des conditions très, très précises pour éviter que ça arrive. Okay? Donc, c'est là que j'introduis la notion d'astringence. Okay? C'est un terme en soi. L'astringence, c'est les conditions dans lesquelles on fait notre expérience. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est travailler à astringence élevée. Astringence élevée, ça veut dire qu'on est vraiment dans des conditions optimales, okay, qui sont connues avec notre kit. pH très précis, température très précise, force ionique très précise. Donc, le bon tampon, la bonne température. Et c'est dans ces conditions-là seulement que la sonde va s'apparier à 100% de manière spécifique. Okay? Donc, de manière spécifique, juste avec la séquence qui est 100% complémentaire. Surtout si on recherche une différence de juste un nucléotide. La faible astringence, ça, c'est vraiment à éviter. Des conditions de faible astringence vont permettre des appariements incomplets. Je vous donne un petit exemple avec l'image qui est en bas. L'étoile représente le marquage sur la sonde, qui est le petit morceau d'ADN. Alors, à gauche, on travaille à température relativement basse, okay, donc qui permet l'hybridation ici là, d'un appariement incomplet. Donc, si on recherche une différence de juste un nucléotide, mais qu'on n'a pas la bonne température, bien, notre sonde va allumer partout, sur toutes les allèles. Puis là, on n'a pas un test qui veut dire quoi que ce soit. Ici, on travaille à conditions optimales de température au milieu, 65 degrés Celsius. Regardez, la sonde, c'est lié à gauche, mais ici, elle ne s'est pas appariée. Okay? Donc ici, on est à astringence élevée dans les meilleures conditions. Puis si on va un peu trop intense dans la température, bien là, on dénature notre ADN. Fait que la sonde ne peut pas se lier. Okay? C'est une façon de la décoller aussi, là, en chauffant. Si on avait déjà vu ça, en chauffant, on dénature l'ADN, ça fait des simples brins. Donc, il y a vraiment une température optimale et c'est super important de la respecter. Je vous mets ici 3 exercices, donc vous pourrez essayer de les faire. Je vais mettre le corrigé sur Léa bientôt. Donc, je vous montre un gel d'agarose et puis à droite, c'est la membrane. Je vous montre ce serait quoi les résultats dans le petit contexte qu'il y a là. Je vous pose aussi 2 autres questions avec le même problème. Okay? Donc, vous pourrez répondre à ces 3 questions-là. Et puis pour la deuxième petite section, je vous montre les technologies un peu plus récentes avec des sondes, c'est tout avec des sondes fluorescentes, qui n'est pas du Southern Blot, mais qui est des adaptations de ça. Alors le FISH, okay, donc ça c'est des hybridations de sondes fluorescentes in situ, ça veut dire dans les tissus, bref, sur une lame de microscope.
On avait déjà vu des exemples de fiches ensemble au tout début de la session quand on a vu les karyotypes. Okay? Donc, les anomalies chromosomiques qui sont détectées par fluorescent, c'est du FISH, c'est des techniques de FISH. Okay? Donc, par exemple, on est capable, on avait vu l'exemple du test Anavision, 3 fluorescents, 2 lames, et puis on fait le karyotype, on met les fluorescents, puis on est capable assez rapidement d'avoir un résultat très précis pour savoir si notre patient, donc dans ce cas-ci, ça va se faire avec des fœtus principalement ou des très jeunes enfants. Est-ce qu'ils ont la trisomie 21? Est-ce que c'est un garçon, une fille? Est-ce qu'il y a juste un chromosome Y? Est-ce qu'il y a juste 2 chromosomes X? Okay, on peut tout voir ça. Donc, on pourrait voir aussi des anomalies chromosomiques de type translocation. Il y en a qui sont plus fréquentes que d'autres. Donc, par exemple, comme le chromosome de Philadelphie, okay, qui est un des exemples. Alors, on pourrait se dire, bon, bien, ça, on sait que pour une maladie X, là, une translocation, il y a un bout de chromosome 9 qui est collé sur un bout de chromosome 12, peu importe. Puis, on est capable de faire une sonde qui est sur le chevauchement des deux, puis d'aller le détecter dans un karyotype. Si ça allume, on sait qu'on a une translocation. Okay? Donc, c'est plein de techniques très précises qui sont beaucoup utilisées en diagnostic génétique, anomalie chromosomique, beaucoup le FISH. On pourrait aussi se servir du FISH dans des diagnostics pour des cancers. Par exemple, sur une biopsie avec des lames de microscope, on est capable d'aller voir est-ce qu'il y a un gène qui est surexprimé ou encore sous-exprimé. Alors là, on travaillera avec de l'ARN. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'ARN messager. S'il y a beaucoup plus d'ARN messager, mais on sait que le gène est surexprimé. Puis on peut confirmer ça aussi en allant détecter la protéine. Est-ce qu'elle est plus abondante? Par un test d'immunologie qu'on appelle l'immunohistochimie ou l'immunofluorescence. Okay? Vous allez voir ça en immuno. Donc, on peut faire ça aussi avec des sondes marquées. Alors, il y a vraiment plein d'applications super intéressantes. Pour ce qui est du génotypage, là, bon, on a vu le génotypage avec le PCR endpoint. On a déjà vu que sa limite, c'était que ça ne discrimine pas des allèles de même taille. Okay? Ça, on avait vu ça au début. C'est la limite du génotypage par PCR. Donc, avec la PCR conventionnelle, on peut faire du génotypage, mais quand les allèles ne sont pas de la même taille. Il existe aussi des limites pour le Southern Blot, pour le génotypage. Alors, je vous laisse le temps d'essayer de la trouver. Essayez de la trouver. Okay? Mettez la vidéo sur pause, puis essayez de vous demander, dans un contexte clinique, ce serait quoi la limite du Southern Blot? Quelle information on n'a pas avec un résultat Southern Blot? OK, donc j'espère que vous avez eu une petite idée ou au moins une hypothèse par rapport à ça. Donc, la limite du Southern Blot, c'est qu'on a juste une détection. On est capable de savoir si la mutation, elle est présente ou si elle est absente. Ça nous indique pas le génotype du patient, mais juste s'il a ou non la mutation. Donc, les limites du Southern Blot, c'est que on ne sait pas si un patient qui a la mutation, il l'a sur un allèle ou sur 2 allèles. Bref, on ne sait pas si le patient qui a la mutation est homozygote pour la mutation ou hétérozygote. Et ça, des fois, c'est important de le savoir. Si c'est une maladie dominante, bien, dès qu'il y a un allèle, il y a la maladie. Mais si c'est une maladie récessive, il pourrait avoir la mutation, mais juste être porteur, sain, sans avoir la maladie. Donc,
C'est des informations cliniques importantes, ça. Surtout quand c'est des consultations en fertilité, mais le patient veut savoir est-ce qu'il est sûr de le transmettre à ses enfants, est-ce qu'il y a une chance sur deux, okay? C'est le genre d'information qui est très importante et qu'on n'a pas avec le Southern Blot. Donc, la solution pour ça, c'est d'utiliser des sondes, de l'hybridation de sondes, mais dans la QPCR. Okay? Donc, c'est une spécialité QPCR, une technique qu'on appelle les sondes Tachman ou la discrimination allélique, okay? Avec des sondes Tachman. La technologie, c'est les sondes Tachman. Et puis, ce que ça permet de faire, c'est de la discrimination allélique. Alors ça, c'est vraiment trippant. C'est simple, c'est relativement rapide à utiliser. C'est juste le temps de la QPCR et on a tout de suite les résultats. Ils sont clairs et sans ambiguïté. Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup utilisé sur le marché du travail en ce moment, les sondes Tachman, et c'est vrai aussi en médecine diagnostique. Il existe aussi quelque chose de très nouveau. Donc, je sais qu'il y a des compagnies qui ont réussi à développer des algorithmes mathématiques dans leur logiciel d'interprétation des résultats QPCR, dans l'interprétation de la MELD curve ou des MELD peaks. C'est pas quelque chose qu'on peut voir, nous, à l'œil en regardant, mais l'algorithme mathématique est capable de détecter des distinctions très, très, très subtiles dans les MELD curves des résultats QPCR, puis est capable de discriminer des allèles qui sont vraiment très similaires les unes aux autres. Ce que nous, on ne voit pas nécessairement en regardant les courbes. Alors ça c'est vraiment nouveau, là, mais il y a des logiciels qui sont rendus capables de faire ça. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça ne demande pas de sonde. Donc, ça sauve des coûts. Parce que les sondes Tachman, il faut acheter des sondes. Fait que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble les résultats de la discrimination allélique avec des sondes Tachman par QPCR. Donc, on va commencer par regarder l'image à gauche. Okay, donc, on fait une PCR. Alors, on a, comme d'habitude, dans notre réaction PCR, deux amorces, une amorce sens, une amorce antisens pour faire l'amplification du gène d'intérêt. Plus deux sondes, une pour chaque allèle. Et ces sondes-là sont marquées avec des fluorescents, avec deux fluorescents différents. Le QPCR, c'est une machine qui est déjà conçue pour être capable de lire l'émission de fluorescence, et toutes les machines peuvent lire plus qu'un fluorescent. Okay? Mais aujourd'hui, les machines sont conçues pour être capables de détecter plusieurs fluorescents, plusieurs signaux lumineux. Donc, il y a une pour chaque allèle avec chacune son fluorescent. Donc, on travaille avec, de façon typique, là, deux fluorescents. C'est le nom des fluorescents, FAM et VIC, okay, qui sont deux couleurs différentes. Donc, je ne vous montrerai pas, là, surtout dans le contexte de cette session-ci, les détails de fonctionnement des sondes Tachman, là, mais vous pourrez trouver l'information assez facilement. L'idée, c'est qu'à chaque amplification, ça émet de la lumière. Puis quand le signal est assez fort, bien, la machine est capable de détecter, mais c'est quoi la couleur, dans le fond. Okay? Donc, si on a un patient pour lequel on a juste une couleur, par exemple, ici, on a juste le fluorescent femme qui est détecté. Bien, ici, ça, c'est des patients qui sont homozygotes pour l'allèle 1. Ceux qu'on a vu juste une couleur aussi, mais l'autre fluorescent, juste le VIC a été détecté, mais c'est les patients qui sont homozygotes pour l'allèle 2. Et il y a des puits dans lesquels on va avoir détecté les deux couleurs. Alors, le petit paquet de points verts, ce sont les patients qui sont hétérozygotes. Ils ont les deux allèles. Alors, c'est aussi simple que ça. Et ça, soit dit en passant, dans les deux images que je vous présente là, ce sont des vrais résultats de sonde Tachman. Okay? C'est très bien défini comme ça. Donc, sur une plaque, là,
on peut faire en même temps autant de patients que qu'est-ce qu'il y a de puits dans notre plaque d'un seul coup. C'est vraiment très rapide et simple comme technique et performant. Donc, ça, c'est en train de remplacer le Southern Blot. Okay? Comme c'est une expérience QPCR, on ne passe pas à côté des contrôles. On fait des NTC, No Template Control, pour vérifier qu'il n'y a pas de contamination. Et où sont les NTC? Ils sont ici. OK, donc zéro. À zéro. Il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de fluorescence émise ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, voilà pour ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Alors, c'est plus sensible, plus précis, surtout plus rapide que le Southern Blot. Donc, c'est beaucoup utilisé. Alors, cette technique-là, là, c'est le fun à faire aussi. Donc, comparé au Southern, qui prend beaucoup de temps. Alors, sur l'image de droite, ici, l'exemple avec OXTR, c'est pour le petit exercice qui est sur la diapo suivante. Alors, je vous invite à répondre à ces questions-là à partir du graphique qui est ici, à droite, pour vérifier la compréhension. Ici, juste pour préciser, là, la petite étoile, c'est pour écrire c'est quoi la définition d'un SNP, okay, ou SNP. Alors, c'est tout pour ça. Vous allez avoir le corrigé pour les exercices sur Léa et ça complète la matière pour cette semaine. Donc, voilà.